Mes chers amis, chercheurs de vérité, je suis très heureuse de vous retrouver pour parler aujourd'hui du fait qu'il y a en chaque être humain une force extraordinaire, une intelligence absolument sacrée qui nous permet de nous régénérer, et cette capacité de régénération dépasse absolument tout ce que peut concevoir la science moderne, encore aujourd'hui d'ailleurs. Et cette force que nos ancêtres connaissaient parfaitement, eh bien, ils savaient dialoguer avec elle, ils savaient la solliciter, ils savaient collaborer avec cette sagesse infinie qu'ils appelaient d'ailleurs le médecin intérieur ou le guérisseur de l'âme, cette pharmacie divine qui justement réside au cœur de notre être. Et aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, plutôt obsédé par les solutions extérieures, eh bien on a perdu cette connaissance sacrée. On a délégué notre pouvoir de guérison à des institutions, à des substances, à des technologies, en oubliant qu'en fait le plus grand laboratoire pharmaceutique se trouve à l'intérieur et que le plus sage des diagnosticiens réside dans notre propre conscience et que le plus puissant des guérisseurs n'est autre que cette part divine qui anime notre existence. Alors, cette amnésie collective, elle nous coûte, chers amis. Elle nous maintient dans un état de dépendance spirituelle qui affaiblit notre confiance en nos propres ressources, qui nous coupe de notre souveraineté thérapeutique, qui nous fait chercher à l'extérieur ce qui ne peut véritablement naître que à l'intérieur de notre cœur. Parce que, comprenez bien ceci, je ne dis absolument pas qu'il faut rejeter toute aide extérieure ou nier l'utilité de la médecine. Au contraire, il faut s'unir et s'inclure les uns les autres. Mais je dis qu'aucune guérison authentique et durable ne peut s'accomplir sans la participation active de cette intelligence guérisseuse qui réside en nous. Je dis que la véritable guérison, le véritable art de la guérison, consiste à éveiller, à cultiver et à collaborer avec cette force, plutôt qu'à la laisser endormie dans l'ignorance de son propre pouvoir. Donc aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous une vision peut-être un petit peu révolutionnaire de ce qu'est l'auto-guérison. Non pas des recettes miracles et simplistes qui permettent ou qui promettent des transformations miraculeuses juste par la pensée positive, mais vraiment une approche intégrale qui honore la complexité de l'être que nous sommes dans toutes nos dimensions, aussi bien physique, énergétique, émotionnelle, mentale que spirituelle. C'est ça l'art véritable de l'auto-guérison. C'est l'art de devenir l'ami de son propre mystère, le collaborateur conscient de notre propre transformation et le gardien de notre propre temple. Et apprendre à écouter la voix de son corps justement avec la tendresse d'une mère pour son enfant, à comprendre le langage de ses symptômes avec la sagesse d'un sage, à répondre aux besoins de notre âme avec bien justement la générosité du guérisseur. Voilà ce que je vous propose d'observer ensemble. Alors, la première sagesse pour comprendre ce qu'est véritablement le médecin intérieur, commençons peut-être par cette merveille que représente l'intelligence cellulaire, cette sagesse toute microscopique qui orchestre en continu, sans cesse, le miracle de notre existence, de notre incarnation ici sur Terre. Parce qu'à chaque seconde, mes amis, sans que nous n'en ayons la moindre conscience, des milliards de cellules accomplissent des tâches d'une complexité absolument inouïe. Elles se nourrissent, elles se détoxifient,
elles se réparent, elles communiquent entre elles, elles s'adaptent aux changements de leur environnement. Et cette intelligence cellulaire dépasse de loin tout ce qu'on peut concevoir avec notre mental conscient. Et pourtant, elle opère en nous avec une précision, une créativité, une adaptabilité qui force notre admiration, en tout cas la mienne. Et cette intelligence, elle ne se contente pas de maintenir les fonctions vitales de base. Non, elle possède une capacité de guérison spontanée qui défie souvent la compréhension scientifique et médicale. Observez comment une coupure se referme d'elle-même, comment est-ce qu'un os fracturé se reconstitue, comment notre système immunitaire apprend à reconnaître et à neutraliser des millions d'agents pathogènes différents. C'est pas absolument fantastique ça? Mais cette intelligence cellulaire ne fonctionne pas en vase clos. Elle est constamment influencée par nos états émotionnels, par nos pensées, par nos croyances, par notre façon de vivre. Et toutes les recherches d'ailleurs en psychoneuroimmunologie nous révèlent que chaque émotion, chaque pensée se traduit instantanément en cascades biochimiques qui vont affecter nos cellules. Donc désormais, le pont entre la science et la spiritualité se fait et en cela, ce sont des avancées absolument fantastiques. La peur, par exemple, déclenche la production de cortisol et d'adrénaline qui, lorsque ça devient en excès chronique, vont affaiblir notre système immunitaire et venir perturber notre processus de réparation cellulaire. À l'inverse, les états de joie, de gratitude, d'amour vont stimuler notre production d'endorphines, de sérotonine et d'ocytocine. Et eux vont renforcer nos défenses naturelles et accélérer notre processus de guérison. Donc, une fois qu'on a conscience de ça, ce qui est magnifique, c'est qu'on peut comprendre qu'on n'est pas des victimes passives de notre propre biologie intérieure. Nous en sommes les co-créateurs conscients de notre état de santé. Parce que chaque pensée que l'on va entretenir, chaque émotion que l'on va cultiver, chaque choix que l'on va faire, vont influencer directement l'activité de nos cellules et donc notre capacité d'auto-guérison. Mais vous savez, pour pouvoir collaborer efficacement avec cette intelligence cellulaire, eh bien, il faut d'abord apprendre à l'écouter, apprendre à percevoir ses besoins, à comprendre ses messages. Parce que nos cellules communiquent constamment avec nous, à travers, par exemple, les sensations, à travers les symptômes, à travers les changements d'énergie. Et c'est crucial d'apprendre ce langage corporel pour pouvoir acquérir cette première clé de l'art de l'auto-guérison. Première clé, c'est la sagesse du corps énergétique. Au-delà de l'intelligence cellulaire, il y a en nous une dimension qui est plus subtile mais qui est tout aussi réelle, qui s'appelle le corps énergétique. Et cette enveloppe de lumière qui en fait anime et structure notre organisme physique, eh bien ce corps énergétique que par exemple les traditions orientales appellent corps éthérique ou par exemple corps pranique, possède sa propre intelligence, ses propres mécanismes d'autorégulation, ses propres capacités de guérison. Il va capter l'énergie vitale cosmique, qu'on appelle aussi, vous avez peut-être déjà entendu ça, le prana, le chi, l'orgone selon les traditions. Et il va redistribuer cette énergie dans tout l'organisme à travers un réseau assez complexe de canaux énergétiques et de centres de distribution que sont les chakras, les méridiens, les nadis. Donc c'est primordial que ce corps énergétique puisse fonctionner harmonieusement parce que quand l'énergie vitale circule librement dans tous nos circuits subtils, dans notre santé physique alors, et notre santé émotionnelle et mentale vont pouvoir se maintenir naturellement dans l'équilibre. Mais quand il y a des blocages
qui viennent se créer dans notre corps éthérique, quand des stagnations s'installent, quand des fuites d'énergie se développent, c'est à ce moment-là justement que vont apparaître les déséquilibres qui, s'ils persistent sur le long terme, vont finir par se manifester sous forme de symptômes physiques. Et vous savez, la médecine énergétique a développé depuis des millénaires des méthodes pour justement traiter ces déséquilibres énergétiques. Mais on peut tous apprendre à percevoir et à harmoniser notre propre corps énergétique et à devenir nos propres thérapeutes énergétiques. Parce que cette perception de notre corps énergétique, éthérique, c'est la même chose, se développe progressivement à mesure qu'on affine justement notre sensibilité intérieure. Au début, on peut par exemple simplement noter que certaines parties de notre corps nous semblent plus vivantes ou plus endormies que d'autres. Ou encore que certains exercices ou certaines respirations nous donnent une sensation de vitalité. Que certains environnements ou que certaines personnes nous dynamisent plus que d'autres ou bien nous épuisent. Et avec la pratique, cette sensibilité, elle s'affine de plus en plus. Et on va commencer à percevoir les courants d'énergie qui parcourent notre corps, à sentir les zones de tension, les zones de stagnation, à identifier les centres énergétiques, donc les chakras qui fonctionnent harmonieusement et ceux qui demandent un petit peu plus d'attention que d'ordinaire. Voilà, cette perception énergétique, elle nous permet de détecter les déséquilibres bien avant qu'ils ne se manifestent physiquement et donc de pouvoir intervenir préventivement par des techniques de rééquilibrage, comme par exemple de la respiration consciente, de la visualisation, du mouvement, de la nutrition énergétique, de l'harmonisation énergétique. Il y a plein d'outils pour ça. Et ce qui est formidable, c'est que notre corps énergétique possède une extraordinaire capacité d'autorégénération. Parce que quand on sait comment l'alimenter en énergie vitale, quand on sait comment libérer ses blocages et comment stimuler ses propres processus naturels de régénération, eh bien, il peut accomplir des guérisons que la médecine conventionnelle considère parfois comme miraculeuses. Mais il n'y a rien de miraculeux à cela. Nous sommes des êtres miraculeux. C'est notre nature initiale. L'intelligence émotionnelle du cœur, cette troisième dimension du médecin intérieur, réside dans ce que d'ailleurs les traditions spirituelles appellent l'intelligence du cœur, cette sagesse émotionnelle qui connaît nos besoins profonds, qui perçoit les déséquilibres avant qu'ils ne se manifestent et qui guide notre système vers l'harmonie et vers l'épanouissement. C'est un apprentissage de l'écouter, cette intelligence du cœur. Parce que le cœur, mes amis, c'est pas seulement une pompe mécanique qui fait circuler le sang, c'est un centre d'intelligence bien plus sophistiqué, qui possède son propre système nerveux, qui possède ses propres neurones, sa propre capacité de traitement de l'information. Vous savez d'ailleurs, en réalité, le cœur envoie plus d'informations au cerveau qu'il n'en reçoit de lui. Et que la cohérence du rythme cardiaque influence directement nos capacités cognitives, notre équilibre émotionnel, notre système immunitaire. C'est lui qui nous permet de rester dans notre axe. Cette intelligence du cœur, elle s'exprime à travers nos émotions, mais pas n'importe lesquelles. Il faut pouvoir et apprendre à distinguer les émotions qui sont réactionnelles, comme par exemple la peur, la tristesse, la colère, qui ne font d'ailleurs que répéter des patterns de notre passé, réussir à les distinguer des émotions intelligentes, les émotions des qualités nobles de notre être, qui nous informent en temps réel sur l'état de notre être et sur la justesse de nos choix. La joie, par exemple, la joie, elle nous indique que nous sommes alignés avec notre nature profonde. La paix nous signale que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes et avec notre environnement.
Et l'enthousiasme nous révèle qu'on se dirige vers quelque chose qui correspond à notre mission d'âme. À l'inverse, par contre, une anxiété qui pourrait être persistante va nous alerter sur des déséquilibres dans notre mode de vie. La tristesse, par exemple, peut révéler des besoins qui ne sont pas satisfaits ou des deuils qui ne sont pas accomplis. La colère va nous informer que nos limites sont transgressées ou qu'on ne respecte pas nos valeurs profondes. Donc, apprendre à décoder ces messages émotionnels, c'est acquérir un système de guidance intérieure qui est extraordinairement précis et qui peut nous orienter vers des choix beaucoup plus favorables à notre santé globale. Mais ça demande de développer une relation consciente et respectueuse avec nos émotions, de les accueillir comme des informatrices plutôt que de les subir comme des perturbations. Et cette intelligence émotionnelle du cœur, elle a, vous savez, aussi une capacité directe de guérison. Parce que les émotions positives comme l'amour, la gratitude, la compassion, la joie vont générer des fréquences vibratoires qui, par elles-mêmes, harmonisent notre système nerveux, renforcent notre immunité et accélèrent notre processus de réparation cellulaire. Voilà comment cultiver consciemment ces états émotionnels élevés, eh bien, n'est pas du positivisme naïf, c'est au contraire une véritable médecine préventive et curative qui agit directement sur notre physiologie pour pouvoir maintenir, pour pouvoir restaurer l'équilibre de notre être. La dimension spirituelle de la guérison, mais en fait la dimension la plus profonde et la plus puissante du médecin intérieur que nous sommes réside dans notre connexion avec cette source divine qui anime notre existence. Cette source divine qui anime notre être. Cette intelligence cosmique dont nous sommes les expressions temporaires et conscientes dans cette incarnation. Cette dimension spirituelle de la guérison ne dépend d'absolument aucune croyance religieuse particulière. Elle repose juste sur la reconnaissance de cette évidence, que nous ne sommes pas des machines biologiques complexes qui auraient mystérieusement développé une conscience. Nous sommes des expressions de la conscience cosmique qui se manifestent temporairement à travers un véhicule physique. Et cette perspective change complètement notre approche de la santé et de la maladie. Parce que, au lieu de nous voir comme des victimes de dysfonctionnements biologiques complètement aléatoires, eh bien on se reconnaît simplement comme des âmes en évolution qui utilisent les expériences de santé et de maladie comme des opportunités d'apprentissage et de transformation. Voilà, cette dimension spirituelle du médecin intérieur s'exprime à travers notre intuition profonde, cette connaissance directe qui dépasse les raisonnements habituels du mental, mais quand nous sommes connectés à notre essence spirituelle, eh bien on sait instantanément ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait du mal, et quels choix soutiennent notre évolution et quels choix entravent notre évolution. Cette intuition spirituelle, on l'a tous, elle est présente à l'intérieur de chacun d'entre nous et elle nous guide vers les thérapies les plus appropriées, vers les thérapeutes les plus justes, vers les changements de vie nécessaires à notre guérison, vers les médecines dont on a besoin. Elle peut nous révéler le sens caché de nos maladies, les messages que notre âme cherche à nous transmettre à travers nos symptômes. Vous voyez comme c'est vaste. Parce que dans la perspective spirituelle, la maladie n'est jamais un accident absurde. C'est toujours un langage symbolique que notre âme utilise pour nous alerter sur des déséquilibres plus profonds. Déséquilibres entre nos propres aspirations et nos modes de vie, entre nos valeurs et nos actions, entre notre mission d'âme et nos choix quotidiens. Et cette dimension spirituelle du médecin intérieur,
elle a accès à des forces de guérison qui dépassent, je le répète, les mécanismes biologiques ordinaires. C'est elle qui explique ces guérisons soi-disant miraculeuses que la médecine ne peut pas expliquer, ces rémissions spontanées qui défient tous les pronostics, ces transformations subites qui révèlent le potentiel caché de notre être et dont c'est absolument exquis de pouvoir être le témoin régulièrement, la témoin régulièrement. J'ai énormément de chance de pouvoir assister à cela. Dans l'école des guérisseuses que j'ai l'honneur d'animer, nous enseignons cette approche intégrale de la guérison qui honore toutes ces dimensions du médecin intérieur et qui apprend à collaborer consciemment avec elle. Parce qu'on sait que la vraie guérison ne peut naître que de cette alliance sacrée entre notre volonté consciente et l'intelligence divine qui nous habite. Et bien maintenant, je vous propose qu'on aille voir ensemble comment réveiller ce médecin intérieur, comment développer l'écoute du corps. Et pour ça, la première étape pour éveiller son médecin intérieur, c'est d'apprendre à écouter ce qui nous permettra de percevoir les besoins du corps, de comprendre ces messages, de détecter ces déséquilibres avant qu'ils ne deviennent pathologiques. Cette écoute corporelle authentique, elle n'a rien à voir avec une sorte d'hypocondrie qui nous ferait interpréter chaque sensation comme un symptôme alarmant. C'est pas du tout ça. C'est au contraire une présence bienveillante à nous-mêmes et détachée qui va observer avec de la distance les signaux de notre organisme avec la curiosité à la fois d'un chercheur et la tendresse d'un parent attentif. Cette écoute, elle commence par ralentir, par créer des espaces de silence et de tranquillité où les messages subtils de notre corps peuvent émerger à notre conscience. Parce que dans l'agitation permanente de la vie moderne, dans le bruit constant et les sollicitations extérieures auxquelles on fait face, eh bien, on perd cette capacité d'attention intérieure, qui est pourtant indispensable à notre bien-être et à notre santé. Donc, il faut consciemment créer ces moments de recueillement corporel. Par exemple, quelques minutes le matin au réveil pour sentir l'état de notre organisme. Faire des pauses dans la journée pour vérifier notre niveau d'énergie, notre état de tension, nos besoins nutritionnels ou nos besoins de repos. Mais prendre ne serait-ce que 3 grandes inspirations et grandes expirations pour se remettre à l'écoute de notre intériorité. Cette écoute, elle s'affine avec la pratique. Au début, on perçoit peut-être que les sensations les plus grossières, la fatigue, la faim, la soif, la tension musculaire, mais progressivement, à force d'être à l'écoute, eh bien, on développe une sensibilité plus subtile qui va détecter les variations d'énergie, les changements de vitalité et les premiers signes de déséquilibre. Une technique qui est particulièrement efficace, c'est ce que j'appelle le scan corporel conscient. Il s'agit de porter successivement notre attention sur chaque partie de notre corps, depuis le sommet du crâne jusqu'au bout des pieds. Ou inversement, des orteils jusqu'au sommet du crâne, en observant les sensations qui se présentent sans jugement et sans interprétation immédiate. Ce scan peut nous révéler des zones de tension qu'on n'avait pas remarquées, des organes qui semblent fatigués ou congestionnés, des parties du corps qui nous envoient des signaux. Cette cartographie régulière de notre état corporel nous permet de détecter très précocement les déséquilibres qui naissent dans notre corps. Mais pour ça, il faut aussi apprendre à distinguer entre les sensations qui demandent une action immédiate de notre part et celles qui ne font que nous informer de notre état. Toute sensation corporelle n'est pas un ordre immédiat. Parfois, il suffit de prendre conscience d'une tension pour qu'elle puisse se relâcher, de remarquer une fatigue pour pouvoir ajuster notre rythme,
de percevoir un besoin pour pouvoir y répondre avec un peu plus de justesse à court ou moyen terme. Cette écoute corporelle, elle nous révèle que progressivement, notre corps est un organisme extraordinairement intelligent qui sait exactement ce dont il a besoin pour maintenir ou pour pouvoir restaurer son équilibre. Notre rôle, c'est absolument pas de le diriger de façon autoritaire, c'est de collaborer avec cette sagesse qui est innée en lui fournissant simplement ce qu'il demande. Du repos, du mouvement, de la nutrition appropriée, du contact avec de la nature, l'expression émotionnelle, l'expression créative, cultiver la respiration consciente, ce qui constitue d'ailleurs l'un des outils les plus puissants et les plus accessibles pour éveiller le médecin intérieur. Par exemple, là, pendant que vous m'écoutez, est-ce que vous êtes en même temps à l'écoute de votre souffle? Est-ce que vous êtes présent à vos pieds et à votre souffle en même temps? C'est-à-dire présent à vous-même, présent à la vie qui circule en vous. Parce que le souffle, c'est le pont vivant entre votre corps physique et votre dimension énergétique, entre votre conscience ordinaire et votre être profond. La plupart d'entre nous respirons de façon automatique et superficielle au quotidien, et en utilisant à peine 30% de nos capacités pulmonaires. Cette respiration limitée, elle va priver notre organisme de l'oxygène qui est nécessaire à son fonctionnement, et elle va l'empêcher de capter pleinement cette énergie vitale que véhicule le souffle. Donc apprendre à respirer consciemment, c'est d'abord découvrir ce que c'est qu'une respiration complète, celle qui mobilise l'abdomen, le thorax, les clavicules dans un mouvement fluide et coordonné. Cette respiration totale oxygène de façon optimale nos cellules et va stimuler notre système nerveux parasympathique, c'est-à-dire celui de la détente et de la régénération, et va nous connecter à cette dimension énergétique de notre être. Mais la respiration consciente, elle va bien au-delà encore de l'amélioration de l'oxygénation. Elle nous permet de dialoguer directement avec notre système nerveux, d'influencer nos états émotionnels, de diriger l'énergie vitale vers les parties de notre organisme qui en ont le plus besoin. Donc pour ça, il nous faut une respiration lente et profonde pour pouvoir activer notre système parasympathique et induire un état de calme et de régénération. Une respiration plus rapide et plus énergique va stimuler notre vitalité et notre capacité d'action. Et une respiration rythmée et harmonieuse va équilibrer notre système nerveux et va venir harmoniser nos centres énergétiques. Voilà, on peut faire tout ça avec la respiration. On peut diriger consciemment l'énergie vitale vers des organes en particulier. Par exemple, en visualisant simplement que l'on envoie le souffle vers notre cœur, vers notre foie, vers nos reins ou vers toute autre partie du corps. De cette façon-là, on augmente la circulation énergétique et la circulation sanguine dans ces zones et on stimule leur processus naturel de guérison. Ça s'appelle simplement une direction consciente de l'énergie par la respiration. Et c'est particulièrement efficace en cas de douleur, en cas de malaise. Au lieu de lutter contre la sensation désagréable, on peut simplement apprendre à respirer avec elle et vers elle, à l'envelopper de notre souffle conscient et dialoguer avec elle, avec notre présence respiratoire. Vous savez, souvent cette approche révèle que la douleur ou le malaise demande pas à être supprimé, demande juste à être entendu, à être reconnu, à être accompagné. Et dès lors que c'est fait, eh bien, il n'a plus de raison d'être. Il a été sur le devant de la scène. Il a pu jouer son rôle, il a été mis en lumière et il est heureux et il s'en va comme il est venu. La respiration consciente devient alors un moyen de communication avec notre corps et une façon de montrer à notre corps qu'on l'écoute et qu'on a véritablement envie de collaborer avec lui. Vous savez, il existe plein de types de respiration différentes.
qui sont spécifiques à chaque type de déséquilibre. Par exemple, des respirations qui vont plutôt être rafraîchissantes pour les excès de chaleur, ou bien des respirations qui vont plutôt être réchauffantes pour les états de froid interne, des respirations plus équilibrantes pour les troubles nerveux, des respirations qui vont être purifiantes pour au contraire éliminer les toxines. Mais au-delà de ces techniques spécialisées, la simple pratique déjà quotidienne d'une respiration attentive, présente, eh bien, va transformer progressivement votre rapport à votre corps et éveiller cette collaboration naturelle avec votre médecin intérieur. Il y a un autre point dont je dois forcément vous parler, vu qu'on parle du médecin intérieur, c'est l'alimentation énergétique, c'est-à-dire l'alimentation qui représente aussi un domaine crucial pour l'éveil du médecin intérieur, parce que c'est à travers elle que l'on fournit à notre organisme les matériaux physiques et énergétiques dont il a besoin pour maintenir et réparer ses structures. Parce que l'alimentation véritable, elle va bien au-delà de l'apport en protéines, en glucides et en lipides et en vitamines que considère la nutrition moderne. En réalité, elle inclut aussi la qualité énergétique des aliments, leur vitalité, leur capacité à nourrir non seulement notre corps physique, mais aussi nos corps subtils. À quel point est-ce que cette alimentation est elle-même chargée de cette énergie subtile? Cette approche énergétique de l'alimentation, elle nous apprend à percevoir non seulement les aliments comme ayant des goûts et des valeurs nutritionnelles, évidemment, mais surtout par l'effet qu'ils produisent sur notre énergie vitale, sur notre clarté mentale et sur notre équilibre émotionnel. Certains aliments, généralement évidemment les plus frais, les plus naturels et les moins transformés, vont élever notre vibration et renforcer notre vitalité, et d'autres, souvent les plus industriels et les plus dénaturés, les plus chargés en additifs chimiques, vont alourdir notre énergie, affaiblir nos défenses naturelles et immunitaires. Et cette perception énergétique de l'alimentation, elle se développe graduellement à mesure et bien que justement nous affinons notre sensibilité corporelle. On va commencer à remarquer qu'un repas lourd nous fatigue pendant des heures, alors qu'un aliment particulier par exemple, nous donne des ballonnements ou des troubles digestifs, qu'une nourriture fraîche et vivante nous redonne instantanément de l'énergie. Mais pour pouvoir percevoir ne serait-ce que ça demande d'être présent à soi-même, d'écouter ce qui nous guide naturellement vers une alimentation plus consciente. Et celui qui nous guide naturellement vers cela, c'est notre corps, vers les sensations de notre corps. C'est lui qui nous permet de nous guider vers une alimentation adaptée à nos besoins individuels, parce qu'il n'y a aucun régime alimentaire universel qui convienne à tout le monde. Chaque organisme a ses particularités, ses sensibilités, ses besoins spécifiques, qui peuvent même varier selon les saisons, selon les périodes de vie et selon les états de santé. Et le médecin intérieur connaît tout ça, il connaît parfaitement ses besoins individuels. Il nous guide vers les aliments qui nous font du bien, et il va nous détourner de ceux qui nous nuisent, mais à condition qu'on sache l'écouter. Cette guidance intérieure, elle peut nous révéler des carences avant qu'elles deviennent symptomatiques. Elle peut nous orienter vers des aliments thérapeutiques spécifiques. Elle peut nous aider à adapter notre alimentation aux différentes phases de notre évolution. C'est vraiment une approche consciente de l'alimentation qui inclut aussi la façon dont on mange. Parce que manger dans le stress, en regardant la télévision, en pensant à autre chose, va perturber notre digestion et va nous couper de cette communication avec notre corps. Au contraire, manger en conscience, en gratitude, en présence, va maximiser l'assimilation des nutriments et va renforcer cette alliance avec notre médecin intérieur. C'est vraiment important, vous savez, de comprendre que on ne se nourrit pas seulement des aliments que nous ingérons, mais on se nourrit aussi de l'énergie de l'environnement dans lequel nous vivons et de l'énergie de l'environnement dans lequel les aliments ont été produits.
L'air que l'on respire, la lumière que l'on reçoit, les sons qui nous entourent, les énergies des personnes qu'on côtoie constituent autant de nourriture subtile qui influence notre état de santé. Il y a un autre aspect encore fondamental de l'éveil du médecin intérieur. Je sais que cette vidéo est longue, mais c'est tellement important d'avoir en conscience tous ces aspects. Ce serait dommage que je m'arrête qu'à quelques prémices. Cet autre aspect, c'est d'équilibrer l'activité et le repos. C'est vraiment un art, cet équilibre entre activité et repos, entre expression et intériorisation, entre dépense énergétique et régénération. Et notre époque souffre d'un profond déséquilibre à ce niveau-là, en faveur d'une activité permanente, d'une performance continue et d'une stimulation constante. Et là, encore une fois, pour éveiller notre médecin intérieur sur ce sujet, eh bien, il faut apprendre, réapprendre cette alternance sacrée entre l'effort et le repos, entre la manifestation et le retrait. Parce que le repos, le vrai repos, ça ne se résume pas juste au sommeil, aussi important soit-il. C'est une qualité d'être qui peut s'exprimer dans plein d'activités, dans la méditation, dans la contemplation de la nature, dans des bains relaxants, des massages, des moments de silence, des moments de solitude. L'important, c'est que ces moments permettent à notre système nerveux de passer en mode parasympathique, c'est-à-dire celui de la détente et de la régénération. Ces temps de repos véritable, c'est pas du temps perdu, jamais. Parce que c'est pendant ces phases-là que notre organisme va accomplir ses tâches les plus importantes. Par exemple, l'élimination des toxines, la réparation des tissus, la consolidation de la mémoire, le rééquilibrage hormonal, le renforcement immunitaire, et j'en passe. Et à l'inverse, l'activité physique consciente et adaptée va stimuler notre vitalité, va améliorer notre circulation énergétique, va renforcer notre structure corporelle. Mais il faut être capable de distinguer entre l'exercice harmonieux qui respecte nos limites et qui nous dynamise et l'activité compulsive qui nous épuise et qui nous déconnecte de notre corps. Et notre médecin intérieur, il sait faire ça. Il sait exactement quel type d'activité nous fait du bien et dans quelle mesure. Il peut nous orienter vers des mouvements doux, vers des mouvements fluides quand on en a besoin, et vers des exercices plus dynamiques quand on manque de vitalité, vers des étirements spécifiques quand il sent que certaines zones sont tendues. Plus on va écouter nos besoins d'activité et nos besoins de repos, plus on va progressivement voir se révéler nos rythmes naturels. Ces cycles personnels qui peuvent être différents par exemple des normes sociales qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, mais qui correspondent à notre constitution énergétique première et particulière, c'est-à-dire qui est propre à nous. Et ça, il n'y a pas deux constitutions énergétiques identiques. Certaines personnes vont être naturellement plus actives le matin, d'autres le soir, il n'y a aucune règle. Certaines ont besoin de longues périodes de repos et d'autres se régénèrent beaucoup plus rapidement. Ça dépend vraiment des personnes. Respecter ces rythmes individuels au lieu de les forcer selon des modèles extérieurs, c'est honorer la sagesse de notre médecin intérieur. Voilà, chers âmes en chemin, nous voici arrivés au terme de cette exploration pour aujourd'hui, de l'éveil de notre médecin intérieur. Je vous propose de simplement prendre quelques instants pour intégrer l'essence de ce que nous avons partagé ensemble. Car voyez-vous, au-delà de tout ce que l'on a évoqué et détaillé aujourd'hui ensemble, il y a une vérité plus fondamentale encore. Nous sommes tous nés avec un potentiel de guérison extraordinaire, une capacité innée de régénération qui ne demande qu'à être éveillée et cultivée. Cette capacité, ce n'est pas l'apanage juste de quelques êtres exceptionnels ou de quelques thérapeutes spécialement formés. Elle appartient à notre nature humaine la plus profonde. Nous sommes la nature et ça fait déjà partie de nous. Cet héritage divin que l'on porte tous en nous, c'est notre capacité de guérison naturelle. Et retrouver cette confiance en notre pouvoir
de guérison, c'est reconquérir une forme de souveraineté thérapeutique qui nous libère de la dépendance excessive aux solutions extérieures et qui nous rend justement co-créateurs, conscients de notre état de santé. Cette souveraineté, elle ne nous oppose absolument pas à la médecine conventionnelle ou aux thérapeutes compétents. Elle nous permet au contraire de collaborer plus intelligemment avec eux, en apportant notre propre contribution au processus de guérison et en étant des patients actifs plutôt que passifs. Quand on sait écouter notre corps, quand on sait harmoniser nos énergies, quand on sait cultiver nos états émotionnels guérisseurs, eh bien on devient des partenaires précieux pour tout thérapeute qui nous accompagne, parce qu'on accélère les processus de guérison, on réduit les effets secondaires et on prévient les récidives. Voilà, c'est une école de la vie quotidienne, mais c'est surtout comprendre que l'art de l'auto-guérison transforme notre vie quotidienne en une école permanente de développement de notre médecin intérieur, parce que chaque journée va devenir une opportunité d'affiner notre écoute corporelle, de cultiver nos ressources spirituelles, d'harmoniser notre existence avec les lois de la santé. La transformation, elle ne nous demande pas de révolutionner complètement notre mode de vie du jour au lendemain. Elle se fait progressivement, par petites touches, par des ajustements successifs qui respectent notre rythme et nos possibilités actuelles. L'important, c'est de commencer là où vous êtes, avec ce que vous avez, en introduisant graduellement un petit peu plus de conscience, un petit peu plus d'amour, un petit peu plus de respect dans votre relation avec votre corps et avec votre être global. Chaque respiration, chaque moment d'écoute de votre corps, chaque choix alimentaire réfléchi, chaque émotion que vous cultivez va contribuer à éveiller et à renforcer votre médecin intérieur. Cette approche fait de nous des êtres plus autonomes, plus responsables, plus conscients de notre rôle dans notre propre santé et de notre rôle dans notre monde. Elle développe en nous une forme de sagesse pratique qui nous guide vers des choix bien plus favorables. Alors, peut-être juste pour finir un message d'espoir en ces temps où il y a tellement d'âmes qui souffrent de maux que la médecine peine à soigner, que là où les maladies chroniques se multiplient, où l'angoisse existentielle mine la vitalité de plus en plus d'êtres, où les troubles psychiatriques se multiplient, chez les plus jeunes même. Il n'y a jamais eu autant de jeunes adolescents présentant des troubles. Ce message sur l'auto-guérison apporte un espoir précieux. Il nous rappelle que nous ne sommes pas condamnés à subir passivement nos déséquilibres. On possède en nous des ressources thérapeutiques que la collaboration consciente avec notre médecin intérieur peut accomplir des transformations absolument remarquables. Cette perspective, encore une fois, n'encourage pas l'irresponsabilité médicale ou le rejet de soins appropriés. Absolument pas. Elle nous invite au contraire à une approche plus complète, plus intégrale de la santé, qui honore toutes les dimensions de notre être et qui mobilise toutes nos ressources de guérison. Parce que la vraie guérison, mes amis, ne se contente pas de faire disparaître des symptômes, elle nous transforme en profondeur, elle nous révèle des aspects cachés de nous-mêmes, elle nous fait grandir en sagesse et en compassion. Et chaque processus de guérison vécu consciemment devient une véritable initiation spirituelle qui nous rapproche un peu plus de notre véritable nature, de cette dimension divine à l'intérieur de nous qui ne connaît d'ailleurs ni maladie ni limitation. Alors je vous invite, chers frères et sœurs en chemin et en humanité, à entreprendre cette merveilleuse aventure de la redécouverte de votre médecin intérieur. Commencez simplement, humblement, par quelques minutes d'écoute corporelle quotidienne, par l'introduction à ce moment-là d'une respiration un peu plus consciente et la cultivation d'un tout petit peu plus de gratitude et d'amour envers votre propre corps. Ces premiers pas, si modestes soient-ils, vous mettront sur la voie d'une transformation progressive qui peut révolutionner votre rapport à votre santé,
à votre maladie s'il y en a, à votre corps et à votre être global. Et si vous ressentez l'appel d'approfondir cette démarche, sachez que dans l'école des guérisseuses, nous accompagnons ceux et celles qui veulent développer pleinement leur capacité d'auto-guérison et apprendre à les mettre aussi au service d'autrui. Parce qu'une fois que l'on a éveillé notre propre médecin intérieur, une fois qu'on a appris à collaborer avec lui pour notre propre santé, eh bien il devient naturel de vouloir partager cette sagesse et d'aider d'autres êtres à découvrir leurs propres ressources de guérison. Mais quoi que vous choisissiez pour votre chemin personnel, souvenez-vous toujours de cette vérité essentielle. Vous portez en vous un potentiel de guérison extraordinaire, une intelligence thérapeutique qui ne demande qu'à être éveillée et honorée. Alors faites confiance à cette sagesse, dialoguez avec elle, collaborez avec elle et laissez-la vous guider vers cette santé véritable qui est votre droit de naissance et votre destinée spirituelle. Que la paix soit avec vous, que la santé vous habite, que votre médecin intérieur rayonne pour votre plus grand bien et celui de tous les êtres. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'art sacré de l'auto-guérison. Que ces enseignements portent du fruit dans votre vie et vous révèlent la guérisseuse ou le guérisseuse que vous êtes déjà dans votre essence profonde.